Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Mes chers collègues, donc nous procédons aujourd'hui à la première audition de notre commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu intégral en sera publié avec le rapport. Son enregistrement vidéo sera diffusé sur le site du Sénat. J'attire donc l'attention du public, ici présent, qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, sera exclue sur le champ. J'en viens donc à notre réunion et c'est tout naturellement que nous avons souhaité commencer nos auditions par le docteur Serge Blisco, président de la MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires depuis août dernier, après avoir été député de Paris et vice-président du groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale. M. Blisco est accompagné par M. Hervé Machy, magistrat, secrétaire général de la MIVILUD, et M. Samir Kalfaoui, inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales et conseiller au pôle santé de la MIVILUD. Je rappelle donc à l'attention de M. Blisco et de ses collaborateurs que chacun des groupes politiques du Sénat dispose d'un droit de tirage annuel qui lui permet notamment de solliciter la création d'une commission d'enquête. Le bureau du Sénat a accepté la demande du groupe RDSE d'utiliser ce droit pour soulever la question de l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. C'est sur cette base que notre commission d'enquête s'est constituée le 3 octobre dernier. Monsieur Jacques Mézard, auteur de la proposition de résolution qui se trouve à l'origine de la constitution de cette commission, en est donc le rapporteur. Un mot, mes chers collègues, pour vous présenter la MIVILUD. Cet organisme a été institué auprès du Premier ministre, notamment pour coordonner l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires, mener une action d'observation du phénomène sectaire à travers ses agissements attentatoires aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales ou contraires aux lois et règlements, contribuer à la formation et l'information des agents publics dans le domaine de lutte contre les dérives sectaires, informer le public sur les risques liés aux dérives sectaires et faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de dérives sectaires. La MIVILUD a été créée en 2002 à la suite de la mission interministérielle de lutte contre les sectes qui a pris elle-même la suite en 1998 de l'Observatoire interministériel sur les sectes, lui-même constitué en 1996. Mes chers collègues, il est éclairant de souligner que la MIVILUD est une structure qui n'a pas d'équivalent dans le monde, à l'exception peut-être du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, créé en Belgique en 1998. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, demander à M. Blisco, ainsi qu'à M. Hervé Machy et Samir Kalfaoui, de prêter serment. Je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Serge Blisco, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez de la main droite et dites « je jure ». Je le jure. Monsieur Hervé Machy, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je jure. Monsieur Samir Kalfaoui, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur le Président Blisco, à la suite de votre exposé introductif, mon collègue Jacques Mézard, rapporteur de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, puis les membres de la commission d'enquête
vous solliciteront à leur tour. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de m'exprimer aujourd'hui devant la Haute Assemblée en tant que président de la Miviludes, fonction que j'occupe depuis 3 mois, et sur un thème choisi par votre commission d'enquête parlementaire, l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Vous avez rappelé ce qu'est la Miviludes et son action. Monsieur le Président, je n'y reviens pas. Juste pour dire qu'elle est composée d'une quinzaine d'agents répartis en pôles de compétences qui correspondent au champ d'intervention de la mission: santé, enfance et éducation, sécurité, justice, vie professionnelle et bien sûr ses compétences techniques, pôle parlementaire et presse. Tous les agents, je le précise, sont mis à disposition de la Miviludes par leur ministère d'origine. Vous le savez, la Miviludes n'a pas vocation à définir ce qu'est une secte. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s'est toujours refusé à définir les notions de secte ou de religion afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion, de religion garanties par les textes fondamentaux de notre République. Pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou la liberté de religion. En effet, l'absence de définition de la secte n'efface pas la réalité de l'existence de victimes de dérives de certains mouvements sectaires. La loi fixe donc des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés sous le contrôle du juge. Ainsi, le dispositif juridique français, tout à fait exceptionnel, est à la fois pragmatique et textuellement encadré. Il vise à la prévention et à la répression, non des sectes en elles-mêmes, mais des dérives sectaires. Cette notion de dérive sectaire s'est progressivement affinée par référence à des dispositions législatives et réglementaires. Je rappelle en particulier la loi du 12 juin 2001 réprimant l'abus de faiblesse de personnes placées en état de suggestion psychologique, dite loi Abou-Picard. Le décret du 28 novembre 2002 en découle, qui a institué la Miviludes, et la circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires. Dans ce cas, les dérives sectaires peuvent être définies comme des atteintes pouvant être portées par tout groupe ou tout individu à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux libertés fondamentales, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes par la mise en œuvre de techniques de suggestion, de pression, de menaces, ou par des pratiques favorisant l'emprise mentale et privant les personnes d'une partie de leur libre arbitre pour les amener à commettre des actes dommageables pour elles-mêmes et pour la société. Cette définition paraît simple et, je le rappelle, nous nous interdisons de porter quelque jugement de valeur que ce soit sur les doctrines, les théories ou les croyances en tant que telles. L'objet de la Miviludes est de dénoncer systématiquement les dérives sectaires et bien sûr de lutter contre elles avec l'aide des pouvoirs publics. Alors, pour exercer cette mission de vigilance, nous appuyons notamment sur un certain nombre de critères de dangerosité, édictés d'ailleurs sur la base des travaux et de plusieurs commissions d'enquête parlementaires et sur notre propre expérience, qui, vous avez bien voulu le rappeler, a maintenant plus de 15 ans. Parmi ces points qui nous semblent importants, parmi ces critères, la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, exorbitant qu'on retrouve très souvent, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Bien sûr, c'est sur ces critères, un seul critère ne suffit pas pour caractériser l'existence d'un risque de dérive sectaire. Et tous les critères n'ont pas la même valeur. Le premier critère est sans doute toujours présent, c'est la déstabilisation mentale, toujours présent dans les cas de dérive sectaire. L'observation que nous faisons du paysage et du phénomène sectaire aujourd'hui est la suivante. Si elles existent toujours, les dérives sectaires dans les grands groupes religieux ou prétendus tels, comme la scientologie ou les témoins de Jéhovah, ou dans les communautés religieuses issues des grandes religions traditionnelles et de plus en plus fermées, sont aujourd'hui devenues nettement minoritaires par rapport aux dérives sectaires constatées dans le domaine de la santé, de la formation professionnelle et de l'éducation des enfants. Parallèlement à ce changement du champ d'intervention, on assiste à un morcellement du paysage sectaire où les grands groupes organisés, souvent de taille internationale, laissent progressivement la place à une multitude de petites structures, parfois composées de quelques personnes seulement, morcelées et dispersées sur l'ensemble du territoire national, en zone urbaine comme en zone rurale.
Le caractère isolé de ces nouveaux gourous doit cependant être nuancé par le fait que s'ils agissent souvent seuls ou dans une zone géographique limitée, ils fonctionnent de plus en plus en réseau organisé, mettant en œuvre les mêmes méthodes ou agissant selon un mode d'intervention similaire. On peut parler d'atomisation du phénomène sectaire. En somme, ce qui caractérise la dérive sectaire d'aujourd'hui, c'est la notion d'emprise mentale exercée sur une personne par une autre, peu importe le cadre sur lequel s'effectue cette emprise et la nature des activités suivies. Cette évolution explique que l'on puisse parler de dérive sectaire même dans une relation entre deux personnes, entre deux individus. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la santé. Je reconnais qu'il est, à première vue, difficile d'imaginer des dérives sectaires dans le domaine de la santé. On connaît un certain nombre de dérives guérisseuses de certains groupes religieux, l'agapéthérapie de la communauté des béatitudes, ce dont le livre noir du psycho-spirituel du CCMM, c'est une association de défense des victimes, rend compte avec précision. On voit aussi un certain nombre de dérives de pasteurs déviants de quelques églises évangéliques, j'insiste bien sur quelques églises évangéliques, qui peuvent appeler à la guérison de certains fidèles par la prière, à l'exclusion, c'est sans doute là le terme le plus important, de tout traitement médical conventionnel. La doctrine d'un autre grand groupe sur le refus de la transfusion sanguine, qui ne date pas d'aujourd'hui, est également connue de tous. Et puis il y a aussi des mouvements d'inspiration New Age qui découragent le retour aux vaccinations, surfant, il est vrai, sur certains échecs de campagnes récentes, malheureusement. Mais imaginez que la santé est un secteur protégé à l'abri de tels errements, parce qu'il est le secteur de la santé réglementé, encadré, exercé par des professionnels formés par un système universitaire soumis à des règles d'ontologie très strictes, c'est difficile de l'imaginer. En réalité, des garde-fous existent, mais ces règles sont détournées par des pseudo-praticiens qui s'arrogent de titres farfelus, naturopathes, psychopraticiens, etc., faisant fi des dernières réformes, par exemple, encadrant le titre de psychothérapeute. Et l'on se rappelle qu'il était extrêmement difficile et très long pour arriver à, je dirais, un relatif consensus sur ce qu'on peut appeler un psychothérapeute dans ce pays. Ou exploitant tout simplement l'absence de réglementation. On a par exemple la floraison aujourd'hui de centres de bien-être ou d'invention de nouvelles méthodes pseudothérapeutiques, ou bien alors profitant de l'absence de contrôle. Et donc on assiste à l'émergence d'un supermarché, pas d'autres termes, de pratiques de soins, de méthodes de guérison, de techniques de bien-être, de mieux-être, de développement personnel qui peuvent présenter un risque de dérive sectaire et qui s'offrent à une clientèle, entre guillemets, en demande croissante. Quelques chiffres. Il existe plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Dans notre jargon, nous appelons ça les PNCVT, pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. La Miviludes constate quotidiennement l'apparition de nouvelles méthodes, souvent d'ailleurs très voisines d'une méthode ancienne. C'est un nouveau praticien qui fait sa petite méthode à lui. L'absence d'un cadre légal clair favorise cette prolifération qui peut s'accompagner dans certains cas de la vente d'appareils et de produits divers censés apporter le bien-être ou la guérison. On dénombre aujourd'hui 1800 structures d'enseignement et de formation à risque dans le domaine de la santé. 1800, ça couvre tout, depuis des stages incroyables de 3 jours, d'une journée, voire qui s'étalent sur plusieurs semaines ou mois, des séminaires, des cours du soir, qui forment ces pseudo-praticiens. À côté de plusieurs dizaines de milliers de pseudothérapeutes autoproclamés, par définition, le nombre est difficilement chiffrable, car ils n'apparaissent pas souvent dans l'annuaire ou dans les annuaires professionnels, bien qu'il en existe. Il y aurait environ, et c'est une estimation qui est déjà ancienne, donc elle doit être dépassée aujourd'hui, c'est une estimation du Conseil de l'Ordre des médecins, 3000 médecins diplômés, c'est un autre problème à l'intérieur de la profession médicale, en lien avec la mouvance sectaire et dont les méthodes nous inspirent la plus grande méfiance. Au total, et c'est un chiffre qu'il faut retenir, les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentent près de 25%, un quart de l'ensemble des signalements reçus à la Miviludes. En 2011, nous avons reçu quasiment 2400 signalements, 600, j'arrondis les chiffres, concernaient le domaine de la santé, aussi bien organique que psychologique. C'est le premier secteur sur lequel la Miviludes exerce sa vigilance. Comme pour le phénomène sectaire en général, le volet santé de ces dérives concerne, certes, je l'ai dit, encore les pratiques des grands mouvements sectaires structurés de taille internationale, mais je le disais, celles de gourous de plus en plus isolés, qu'il faut savoir repérer. Encore une fois, une confusion peut avoir lieu. On peut, je crois, se méfier de
dérives sectaires, il n'y a pas adéquation parfaite entre ce qu'on pourrait appeler les dérives sectaires, ce qu'on appelle les dérives sectaires, et ce qu'on pourrait appeler les dérives thérapeutiques. Mais il existe des interconnexions évidentes entre les deux. Une dérive thérapeutique s'apparente à une pratique non conventionnelle à visée thérapeutique qui peut présenter un danger pour les personnes ou peut prendre la forme d'un dévoiement par des pseudo-praticiens non reconnus de pratiques médicales reconnues et éprouvées. Et là-dessus, nous avons un certain nombre d'exemples qui montrent que l'on passe insensiblement ce que je pourrais appeler d'une originalité d'une pratique à une pratique nouvelle, une pratique qui peut être dangereuse, à une pratique qui devient systématique et qui parfois, mais pas toujours, est en lien avec une dérive sectaire, c'est-à-dire un phénomène d'emprise en particulier. Parce que la dérive sectaire, je le rappelle, sous-entend la notion d'emprise mentale exercée par une personne sur une autre. Donc, je le répète ici, pour qu'il n'y ait pas de confusion ou de contresens, toute dérive thérapeutique n'est pas forcément sectaire, mais il faut reconnaître que dans ce domaine, la maladie est une porte d'entrée rêvée pour les mouvements à caractère sectaire qui profitent de la souffrance, de l'inquiétude, de l'angoisse des malades et de leurs familles pour mieux exercer une emprise à leur égard. Il y a donc pour nous un risque supplémentaire de dérive sectaire dans le champ de la santé en raison de la fragilité, de la vulnérabilité des personnes et de la multitude de pratiques proposées, parfois sans aucun contrôle. Le danger réside surtout dans les pratiques alternatives, qui aboutissent alternatives au traitement dit conventionnel. Le terme conventionnel a déjà une petite connotation péjorative dans leur bouche, si j'ose dire, mais nous, à la limite, nous sommes très désireux de ne pas condamner toutes les pratiques dites complémentaires, mais de nous attaquer à ce qui pour nous est dangereux, la pratique alternative qui aboutissent par l'emprise exercée par le pseudo-thérapeute ou le gourou à détourner le malade des traitements conventionnels avec pour conséquence une perte de chance de guérison, voire un risque vital. Nous avons dans le guide Santé et dérives sectaires donné plusieurs exemples, évidemment en camouflant les noms, de ce type de mésaventures gravissimes. Et c'est là qu'on voit le poison sectaire s'instiller. Et pour ceux qui, plus anciens que moi, la Miviludes, ont depuis le début commencé à caractériser ce qu'était l'emprise sectaire, et on voit toujours le même phénomène. La rupture avec la famille ou l'entourage. La famille qui souhaite souvent le maintien du traitement conventionnel. Des exigences financières de plus en plus fortes, de quelques centaines à quelques milliers d'euros. L'embrigadement dans un processus sans fin, ça aussi c'est une dérive bien connue. On participe à des stages, on ne va pas bien, donc on dit qu'il faut accentuer le traitement, qu'il faut faire une retraite, un séminaire, notamment partir à l'étranger dans une clinique spécialisée, parce qu'en France on n'a pas le droit, pour mieux s'imprégner de la méthode suivie. On renvoie vers d'autres praticiens déviants qui font partie du même réseau. Chacun prend évidemment des honoraires exorbitants à ce sujet. Et puis on a cette soumission à une suggestion psychologique permanente qui va en définitive transformer la personne dans sa vie de tous les jours et dans ses rapports avec les autres, et qui peut aller jusqu'à des atteintes à son intégrité physique ou sexuelle. C'est bien évidemment aussi l'occasion de bonne fortune pour un certain nombre de thérapeutes. Je n'évoque pas ici, je le dis clairement, ce qu'on est convenu d'appeler dans le Code de la santé ou à l'ordre des médecins, les médecines complémentaires, souvent prescrites d'ailleurs en lien avec un traitement médical classique, par une équipe de professionnels reconnus et qui est souvent une aide intéressante, notamment au milieu hospitalier, sur la douleur, sur mieux s'alimenter après un traitement lourd pour un cancer, par exemple, qui en général se traduit par, on le sait, par une perte de poids ou une perte d'appétit. Donc, on ne fait ici à dénoncer à la Miviludes que les pratiques alternatives à un traitement médical établi et reconnu, qui, dans un contexte d'emprise mentale exercée par des charlatans de la santé ou, malheureusement, par des médecins déviants, peuvent aboutir à de véritables drames humains dont nous recevons quotidiennement des témoignages souvent poignants. Alors, comment expliquer quelque part l'engouement des Français pour des pratiques potentiellement dangereuses? Je crois qu'il y a la rencontre d'une offre et d'une demande. La demande, on le sait, s'explique par plusieurs facteurs. La crainte des traitements lourds et la recherche d'une forme de médecine plus humanisée ou moins technicisée. La peur d'accidents médicaux, de maladies nosocomiales, des effets indésirables de certains traitements. C'est une peur tout à fait légitime. Une certaine défiance, il faut le dire aussi, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. De ce point de vue, une affaire récente que je n'évoquerai que par périphrase, mais que vous avez tous en tête, qui est aujourd'hui à l'instruction et fortement médiatisée,
a accru cette défiance ces derniers mois et ces dernières années. On s'en rend compte en consultant tous les sites Internet. Et puis, je crois, sur cet arrière-fond, la recherche d'un retour au naturel, à la vraie nature, au bio, bref, aux médecines douces, par opposition aux médecines dures, le terme étant en soi évocateur déjà d'un jugement de valeur. Il y a une médecine douce, celle qui ne guérit pas par rapport à une médecine dure, qui elle guérit, mais qui est effectivement parfois très difficile à accepter pour un malade, pour une personne à qui on va proposer un traitement ou imposer parfois un traitement particulièrement lourd. Selon l'OMS, 75% des Français ont recours au moins une fois à un traitement complémentaire. Encore une fois, cela ne nous choque pas. 4 Français sur 10 ont recours habituellement à des médecines alternatives ou complémentaires, ça c'est plus inquiétant, dont 60% parmi les malades du cancer. Il est bien évident qu'on est actuellement dans une nouvelle ère de la médecine, si j'ose dire, où il y a beaucoup de malades au long cours qui vont aller, revenir de l'hôpital avec des traitements plus ou moins longs, des séquences, des traitements. Et dans l'intervalle, je le reconnais volontiers, nous le savons tous, la médecine hospitalière ne s'occupe pas beaucoup de ce qui se passe dans l'intervalle. Donc c'est là qu'il y a cet état de fragilité des patients. Donc cette demande, moi je la reconnais comme légitime, nous la reconnaissons comme légitime, cette demande des patients. Mais elle rencontre une offre qui, elle, est beaucoup moins légitime. C'est l'offre des mouvements sectaires, qui ont compris, en particulier ces dernières années, l'enjeu de cette mode et l'exploitation qu'ils pouvaient tirer de la peur de la maladie. Ils vont ainsi jouer sur les deux tableaux, la peur, la détresse, la souffrance, le désarroi des malades ou de leur famille, et vont proposer là, je devrais décrire là avec un grand L, un grand A, la solution miracle qui va guérir toutes les maladies en respectant bien sûr le malade, en ne le faisant pas souffrir, en lui apportant une écoute bien supérieure à celle qu'on peut trouver dans un service hospitalier. Alors, je reviens sur cette solution miracle parce que pour nous, quand on regarde ça de près, c'est aussi un des traits finalement de l'imprégnation sectaire dans le domaine de la santé. Est-ce qu'on remarque très souvent que la même méthode peut tout guérir? Des maladies qui, normalement, effectivement, devraient aller dans un tel ou tel service hospitalier ou même... On guérit la sclérose en plaques, le cancer, l'infection par le VIH, l'hépatite, mais bien d'autres maladies lourdes et longues, le diabète, etc., qui sont effectivement des maladies qui sont invalidantes et parfois très graves. Donc on est en face de médications, de thérapeutiques qui sont extrêmement polyvalentes, pluripotentes, on pourrait dire, et qui peuvent tout guérir. De ce point de vue, c'est pour nous un indice déjà de dangerosité. Et puis évidemment, les pseudo-thérapeutes s'inspirent du mode du retour à la nature, aux vraies valeurs, à la vraie médecine, basée aussi sur l'épanouissement de soi. Ainsi, la santé, les méthodes alternatives, les pratiques illusoires de guérison sont devenues un puissant et efficace vecteur de recrutement des mouvements à caractère sectaire. Souvenons-nous que l'ordre du Temple solaire, c'est d'abord des conférences sur la bonne nutrition, c'est d'abord sur la médecine douce. D'ailleurs, en plus, j'allais dire, validé par le fait qu'un de ses principaux dirigeants, qui est d'ailleurs lui-même décédé dans les 2 horribles drames qui ont lieu dans les Alpes et dans le Vercors, était un médecin bien connu, le docteur Luc Jouret. Alors, face à cette déferlante de méthodes, de pratiques, de techniques, quelle peut être l'action de la Miviludes? Elle participe d'abord au groupe d'appui technique présidé par le directeur général de la santé, dont le rôle est d'évaluer les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, de dire celles qui sont dangereuses et celles qui sont prometteuses. Nous aimons beaucoup ce terme de prometteuse, ce qui veut dire d'abord qu'on n'est pas des scientistes fermés à toute nouveauté, et deuxièmement que nous nous plaçons aussi dans l'hypothèse, même si c'est parfois très difficile, qu'il faut pouvoir évaluer le bénéfice attendu de ces nouvelles méthodes. À la demande de la Miviludes, le GATT, ce fameux groupe d'appui technique, va bientôt publier un avis présentant les dangers, parce que nous avons eu quand même les bonnes feuilles de cet avis, de la méthode par exemple, de la biologie totale des êtres vivants, mise au point par Claude Sabat, un des nombreux disciples du fameux docteur Hammer, et de sa nouvelle médecine germanique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et nous avons simplement une seule demande, c'est que le rythme de travail du GATT au sein de la DGS, de la Direction générale de la santé, doit s'accélérer, j'y reviendrai. Nous avons mené une action de sensibilisation et d'information du public face aux risques encourus. Je souligne à cet égard la récente campagne de prévention en direction des patients atteints de cancer, conduite en lien avec l'Institut national du cancer, l'INCa, et qui consiste à des dépliants, nous avons dans les dossiers, qui sont distribués dans les hôpitaux, dans les centres de lutte anticancéreux et dans les cabinets médicaux.
Enfin, bien évidemment, le guide santé et dérives sectaires qui a été fait avec la plupart, pratiquement la totalité des professions réglementées, des professions médicales et paramédicales réglementées, et qui est bien sûr à la disposition, paru à la documentation française. Nous avons renforcé, c'est sans doute, je dois dire, un petit coup de chapeau à mon prédécesseur qui a pris cette affaire en main, et il y a eu un changement aussi au sein, je le disais, de l'ordre des médecins qui s'était rendu compte de cette dérive, et nous avons donc renforcé nos liens avec les ordres professionnels dans le domaine de la santé, avec des actions de sensibilisation des praticiens, l'échange d'informations et la diffusion des bonnes pratiques. De ce point de vue, l'ordre des médecins est aujourd'hui très actif, y compris non seulement pour les faux médecins, pour exercice illégal de la médecine, et je peux y rajouter l'ordre des pharmaciens avec l'exercice illégal de la pharmacie, qui est moins fréquent, mais on retrouve beaucoup d'appareillages et de faux médicaments, ou de pseudo-médicaments, mais également avec une action plus résolue qu'à une époque vis-à-vis des médecins diplômés qui dévient. Enfin, nous multiplions les actions de formation des agents publics et des professionnels des secteurs concernés pour améliorer le décryptage des situations. Notre pôle santé donne ainsi des formations à l'école des hautes études de la santé publique à Rennes, comme il donne d'ailleurs des formations aux écoles de la police, de la gendarmerie, auprès des inspecteurs du travail, des personnels de la protection de l'enfance. Et nous avons eu la chance depuis un an, je crois, depuis l'an dernier, d'avoir un diplôme en prise sectaire et processus de vulnérabilité à l'université de Paris 5 René Descartes. Et nous voulons absolument que cela essaime. Il n'y a pas que les gourous qui doivent essaimer, il faut aussi que notre travail puisse essaimer à travers le territoire. Enfin, bien sûr, nous jouons un rôle de coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics, souvent avec l'aide des associations de victimes, sur lesquelles nous appuyons beaucoup. Rien que dans le domaine de la santé, nous avons une petite statistique que nous tenons à votre disposition. Nous avons procédé depuis le début de l'année 2012 à 12 dénonciations au procureur de la République, à 42 transmissions aux agences régionales de santé pour les sensibiliser sur des pratiques anormales de praticiens de la santé. 60 signalements à des conseils de l'ordre pour demander l'ouverture d'une enquête sur le comportement d'un praticien ou dénoncer un exercice illégal, toujours les deux branches. 14 saisines des directions régionales de répression des fraudes au sujet de produits ou d'appareils présentés comme une vertu curative et sujet à caution. Enfin, nous avons répondu à plus de 400 particuliers qui nous interrogeaient sur des pratiques ou des praticiens à risque. Nous avons un certain nombre d'exemples à votre disposition qui sont un bon échantillonnage de ce qui nous arrive quotidiennement. Enfin, toutes les semaines, nous avons plusieurs demandes. Ma fille est allée chez un thérapeute. Au bout d'un certain temps, il lui a demandé de s'allonger, de se déshabiller. Enfin, je vous assure que la lecture de ces signalements, évidemment, nous demandons évidemment, nous signalons et il y a une vérification, laisse quand même rêveur sur cette emprise et cette diffusion. Donc, c'est une préoccupation majeure pour nous. Et je voulais simplement vous dire que 3 exemples, comment ça fonctionne, mise en œuvre et diffusion d'une myriade de pratiques à risque, formation à ces pratiques par des pseudothérapeutes, et enfin infiltration du système de santé par des mouvements à caractère sectaire. Je ne vais pas m'étendre, étant donné le temps qui passe, Monsieur le Président, sur les pratiques. Mais je vous rappelle que dans les travaux préparatoires au Sénat de la loi de 2004, de la loi de santé publique, on citait déjà près de 400 méthodes. Je crains qu'il n'y en ait nettement plus aujourd'hui. D'ailleurs, on ne peut pas les compter. Une méthode disparaît, un autre praticien invente une nouvelle méthode, mais disons que c'est de l'ordre de plusieurs centaines de méthodes, dont évidemment l'évaluation est totalement impossible. Il n'y a aucune validation scientifique. Des méthodes sont psychologisantes, et il y a quelque chose de très étonnant, c'est le succès que remporte un certain nombre de méthodes sur le fait qu'il n'y a pas de maladie au sens vrai du terme, pas de germes, on connaît ça depuis l'époque pastorienne, pas de microbes, pas de virus, pas d'accident, pas d'environnement. C'est un dérèglement psychologique qui vous amène à la maladie. C'est un peu alors ça peut d'ailleurs être une histoire qui s'est produite à plusieurs générations. On a comme ça ce qui s'appelle la psychogénéalogie, qui est très contestée dans le milieu des psychologues. Alors, qu'est-ce qu'on propose à un malade atteint de cancer? Une psychothérapie, mais pas n'importe quelle psychothérapie, je vais y revenir très rapidement, mais surtout d'arrêter la chimiothérapie, de renoncer à se faire opérer. C'est un peu le problème du docteur Hammer, enfin la théorie de la nouvelle médecine germanique docteur Hammer, qui, je dirais, il a maintenant pas loin de 80 ans, mais depuis une trentaine d'années, a inspiré bon nombre d'écoles de suivants et de thérapeutes. Donc, je vous donne un exemple très vite. Il n'y a pas de facteurs génétiques et environnementaux à l'origine de la maladie. Par exemple, la culpabilité des fumeurs
qui peut amener le cancer du poumon, dont on sait que c'est le cancer du fumeur, c'est la culpabilité plutôt que l'ingestion du tabac. Je veux dire que c'est quand même quelque chose de nouveau. Ainsi, une méthode naturelle de soins largement fondée sur des capacités libérées d'auto-guérison du malade, à condition que n'interfèrent pas dans ce processus les traitements conventionnels. Le simple fait d'aller voir un médecin conventionnel fout en l'air évidemment le traitement du docteur Hammer et explique son échec. Alors bien évidemment, après une phase où il a pu se répandre, il est aujourd'hui beaucoup sur Internet. Je n'ai pas le temps malheureusement de vous détailler un certain nombre d'exemples de jeunes femmes qui se sont prétendues guéries après qu'on leur ait expliqué que leur cancer de l'utérus était évidemment lié à des problèmes psychologiques. Alors aujourd'hui, le docteur Hammer est installé en Norvège, hors UE, donc c'est une petite... il y a beaucoup d'installations hors de nos frontières, et il est spécialisé dans le traitement des enfants atteints du cancer, mais si je veux dire, inquiétons-nous, il y a tout un réseau d'améristes, de nouvelle médecine germanique, avec une infirmière, Madame Sixt, je la cite, ancienne présidente de l'association Stop au cancer de Chambéry, qui, en dépit de sa condamnation pénale, continue à le colporter, à faire la promotion de la méthode Hammer. Un chiffre, parce que c'est sans doute la plus dangereuse, une poignée de fidèles, cette mouvance compterait aujourd'hui entre 700 et 1000 praticiens, dont les coordonnées sont affichées sur des dizaines d'annuaires, dont vous pouvez vous référer aux plus importants d'entre eux, annuairthérapeute.com, c'est donc non labellisé par le Conseil de l'Ordre, aucun Conseil de l'Ordre, annuairthérapeute.com vous donnera la clé à toutes ces médecines bizarres qui comptent, on n'y trouve pas moins de 137 praticiens de la biologie totale. Alors, parmi ces adeptes, je vous citais le docteur Claude Sabat, qui a lancé le concept de biologie totale des êtres vivants et qui veut, lui, pour le traitement des pathologies lourdes, reprogrammer le patient. Et puis évidemment, toute école entraîne une sous-école. Je ne citerai pas autre chose que la psychobiothérapie par le décotage biologique, chacun dénigrant bien sûr le maître qui l'a formé. Tous ces gens-là ont été à plusieurs reprises condamnés. Par exemple, Hammer a été condamné en 2004 à 3 années de prison par la Cour d'appel de Chambéry pour escroquerie et complicité de l'exercice illégal de la médecine suite à la plainte déposée par un homme dont l'épouse atteinte d'un cancer du sein était décédée du fait du refus de traitement éprouvé. Je crois que nous avons mis dans les dossiers une lettre que le docteur Hammer, entre guillemets, avait écrite au tribunal de Chambéry pour défendre son élève, la fameuse infirmière de Chambéry. La lettre est totalement délirante. Elle pose quand même un certain nombre de questions sur le fait que des gens apparemment sensés suivent ce genre d'enseignement et ce genre de praticiens. La lettre qui est un délire où on apprend qu'il y a un complot israélien pour répandre de la morphine dans le monde entier et de la chimiothérapie, et que lui-même est bien sûr une victime. La plupart de ces pseudothérapeutes, quand ils sont condamnés, sont d'abord victimes de complots. Bien évidemment, ça rejoint la complicité, les théories complotistes. Donc l'ami Villud avait alerté le Premier ministre, d'ailleurs, dans le rapport de 2003, sur la dangerosité de la méthode Hammer. Alors, pire encore, aujourd'hui, nous avons une exfiltration d'un certain nombre de patients, puisque en France, nous avons quand même un certain nombre de garde-fous, si j'ose dire. On envoie des malades français pour des séjours de 2 semaines au Brésil, où il y a des médiums, donc on alerte évidemment nos représentations diplomatiques à l'étranger, surtout quand ce sont des gens très fragiles et vulnérables qui partent. Et par exemple, il s'agit d'un père d'un jeune homme atteint d'un cancer du foie qui a arrêté tous ses traitements pour se rendre aux Philippines, afin d'être pris en charge par des chirurgiens aux mains nues, dont la tête de réseau est un certain Patrick Amouy. Évidemment, le patient avait été approché par un rabatteur, l'ami d'un ami. Il est décédé depuis. Je pourrais en citer énormément, mais je veux vraiment vous dire qu'on a là l'image d'un réseau quasi mafieux avec une construction pyramidale. Il y a une tête de réseau qui est souvent maintenant réfugiée, une fois fortune faite, à l'étranger, et qui agit par l'intermédiaire de ces pseudopodes et de ses disciples. On a quelque chose de plus pernicieux encore, qui est apparu depuis 5 ans. Quand je parlais de la pratique, c'est ce qu'on appelle les faux souvenirs induits. Les faux souvenirs induits, c'est quelque chose qui nous vient d'outre-Atlantique et qui touche des centaines de victimes. Des thérapeutes, alors là il s'agirait de psychothérapeutes, toujours entre guillemets, sont accusés d'user de leur pouvoir de suggestion pour induire, par plusieurs techniques de manipulation telles que le rebirth ou les thérapies du rêve éveillé,
de faux souvenirs d'inceste chez leurs patients, entraînant des ruptures très graves avec le milieu familial. Tout d'un coup, quelqu'un arrive en disant, et nous avons ces signalements, j'ai été victime de mon père, de mes parents, de mon grand-père, dans mon enfance, les faux souvenirs induits. Alors ça repose sur quelque chose que je ne vais pas rentrer dans un détail, mais qui est la première phrase de la construction de Freud, quand il s'est rendu compte qu'effectivement, le fantasme était souvent de cet ordre. Mais Freud a tout de suite expliqué que ce qu'on voyait dans un rêve ou dans le Rebirth, dans cette technique rêve éveillé dirigé, c'est une sorte d'hypnose légère, donc une sorte de rêve dirigé, Freud a très vite compris que nous étions en face d'une construction et qu'il y avait donc toute la psychanalyse est née du fait qu'on avait il y avait cet échappatoire qui consiste à dire mon père a abusé de moi dans mon enfance. C'était une des premières psychanalyses. Il ne comprenait pas. Il disait mais toutes les jeunes filles n'ont pas été abusées par leur père quand même. Je lui racontais tout ça. Il s'est rendu compte que c'était effectivement un mécanisme qui était autre chose, qui avait une signification. Mais ces pseudo-manipulateurs ont parfaitement compris, ces charlatans et ces pseudo-psychanalystes ont parfaitement compris, et donc ils font croire vraiment que ce souvenir on induit le souvenir et une réalité. Et donc avec toute la cascade de drames familiaux, mais derrière, je le disais, il y a toujours les prétentions exorbitantes. J'ai un exemple ici, les prétentions financières. Pendant 12 ans, par exemple, le tribunal correctionnel de Paris a eu à connaître en avril dernier, pour la première fois, du cas d'un pseudothérapeute pratiquant la technique des faux souvenirs induits. Il a été condamné le 12 juin à un an de prison avec sursis et 50 000 € d'amende pour abus de faiblesse. Il a bien sûr fait appel. L'une des plaignantes, pendant 12 ans, avait cru être violée par son père pendant sa petite enfance. Pour la sortir de son mal-être, accrochez-vous bien, mesdames et messieurs les sénateurs, le pseudothérapeute lui avait prescrit des stages intensifs facturés. J'ai fait vérifier le chiffre, je n'y croyais pas. 40 000 € la semaine. Ou des séances de thérapie à 320 € de l'heure. Voilà, on parle des honoraires médicaux, là. Monsieur le sénateur, il y en a qui ne s'embarrassent pas de négociation. 320 € de l'heure. La jeune femme, avocate de formation, veuillez me pardonner, monsieur le sénateur, rompt les liens avec sa famille, ses amis, et applique à la lettre les pratiques de son mentor, jusqu'à accepter d'avoir des relations sexuelles avec lui. Au-delà de l'argent, il y a toujours un bénéfice induit, ce qu'on appellerait les bénéfices secondaires. Au total, elle aura déboursé 238 000 € avant de se rendre compte de la manipulation mentale dont elle était la victime. Une seconde victime, ça paraît invraisemblable, a déboursé, elle, 750 000 € en séance de thérapie pour se guérir du traumatisme subi par le refoulement de la tentative d'avortement qu'aurait commise sa mère, c'est une victime masculine, sur lui en introduisant des aiguilles à tricoter dans son utérus. Donc, la mère a voulu avorter, ça a dû rater, et donc ça lui a coûté 750 000 € à lui. Voilà, bon, ouais, donc vous voyez que ce charlatan a donc été condamné. Voilà, je pourrais en citer bien d'autres. On est là vraiment en présence d'énormément de difficultés. Alors, évidemment, nous avons également, et là nous sommes encore plus vigilants, mais nous le sommes déjà, mais il y a un public encore plus vulnérable, c'est les enfants. Et plus particulièrement, mesdames et messieurs les sénateurs, les enfants en difficulté, les enfants dits inadaptés. Nous avons, vous connaissez la querelle, monsieur le Président, sur l'autisme qui fait couler évidemment beaucoup d'encre, et je crois que le désarroi ici, c'est le désarroi des familles et des parents, et l'insuffisance, il faut le dire aussi entre nous, de nombre d'établissements que nous pouvons trouver dans ce pays. Donc, un certain nombre de mouvements sectaires s'engouffrent et promettent... un certain nombre de charlatans s'autoproclament thérapeutes spécialisés des troubles de l'enfant. Nous avons un signalement que nous avons là extrêmement grave sur un institut, un IME, je crois, monsieur Kalfaoui, un IME où nous aurions ce type de méthode. Je ne veux pas y revenir plus longuement, mais voyez que l'actualité nous... Alors là, nous sommes très angoissés et nous avertissons bien évidemment les pouvoirs publics et en particulier les autorités sanitaires et sociales sur le fait que ces enfants sont encore plus vulnérables que d'autres et qu'il faut absolument, et que les parents sont souvent eux-mêmes très très en difficulté là-dessus. Donc le deuxième secteur, c'est évidemment le bien-être, j'y revenais, c'est devenu la porte d'entrée pour les thérapeutes qui, grâce à un discours apaisant et des méthodes commerciales agressives, parviennent à attirer de nombreux patients à exercer sur eux une véritable emprise mentale qui leur font accepter des pseudo-traitements à des prix prohibitifs. Alors, on a là des centres de bien-être, des centres
de réadaptation. Alors par exemple, on a, je le cite très rapidement parce qu'il vous permettra de sourire, un ancien médecin radié à vie par le Conseil national radié à vie, par le Conseil national de l'ordre des médecins, qui, en 99, pour charlatanisme et commerce de la médecine, et qui a néanmoins réussi à créer un centre de bien-être en Vendée. Alors ça s'appelle la chrysalide, vous voyez, c'est très joli, le papillon sort de son cocon, c'est un centre de bien-être, de ressourcement et de remise en forme, qui s'adresse aux patients, c'est là que ça commence à nous angoisser, en cours de traitement lourd pour une maladie chronique invalidante. Il y est proposé des soins à la carte, d'ailleurs la carte est extrêmement coûteuse, et on peut y expérimenter, contre espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui est très injuste à mon sens, un jeûne à la carte. Vous payez pour ne pas manger. Et on y a une méthode extraordinaire, la chromothérapie, qui est un outil thérapeutique, c'est dans le travail avec les couleurs, qui permet de personnaliser la relation d'aide en agissant sur tous les plans au travers de la technique de l'ECIS, enveloppe consciente, intelligente et sensible. Il est également proposé des cures de 3 à 5 jours d'harmonisation et de détoxination avec lavement du côlon. Excusez-moi, mais c'est tout à fait dans le programme thérapeutique. Et on propose aussi un nettoyage du foie avec lavement, toujours, c'est Molière, et absorption du sulfate de magnésium. Bon, ce qui est peut-être pas le plus grave, mais en même temps, je trouve que c'est très cher payé pour ces traitements un peu barbares. Voilà. Et je vous passe sur les cristaux, les bols tibétains, le nettoyage de l'aura, enveloppe énergétique. Et donc, dans un environnement chaleureux, on va avoir l'oubli des souffrances du passé et on se sentira tout neuf dans un corps allégé. Voilà. Alors, nous avons réussi à empêcher M. Bourdin de se voir reconnaître le titre de psychothérapeute et nous avons saisi le parquet des Sables d'Olonne pour le risque d'exercice illégal de la médecine. Mais j'avoue qu'un centre de bien-être qui fait ce terrain d'exercice illégal de la médecine est peut-être plus compliqué à caractériser qu'on l'imagine. Je passerai sur les méthodes par massage ou à position des mains. Vous avez vu la floraison d'instituts de massage. Certaines sont très dangereuses. On associe le massage appelé Reiki avec la méditation, le massage Tui Nua. Alors je vous le donne aussi, tout à l'heure je vous donne des honoraires, une séance de Reiki, c'est facturé 130 €. Quand je dis facturé, c'est sans facture bien évidemment. Des massages Tui Nua qui permet finalement de prévenir et de soigner toutes les maladies, mais quand je dis toutes, je vais vous les citer. Les troubles cutanés, musculo-squelettiques, neurologiques, digestifs, respiratoires, génitaux, hormonaux, certaines infections et certains problèmes émotifs. Bon, voilà. Donc, alors là, on a plutôt et on travaille très très bien avec le Conseil de l'ordre des kinésithérapeutes, de l'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, qui nous a alerté à plusieurs reprises sur quelque chose qui d'ailleurs ressemble à la kinésithérapie du point de vue de la sonorité par la kinésiologie qui a été fondée en 1960 aux États-Unis et que certains kinésithérapeutes ont le même problème des diplômés qui partent dans la marginalité emploi. Je vous rappelle tout de même que les membres de ces adeptes ont quand même mis en avant la dimension hygiéniste qui est devenue un dogme. Une affaire jugée en juin 2005 par la Cour d'assises de Quimper illustre ce constat, je pense que vous en rappelez, des parents, jeunes parents un peu perdus, au nom de conceptions idéologiques inhérentes à la pratique de la kinésiologie et aux lois biologiques du docteur Hammer, on le retrouve toujours là, le grand inspirateur, avaient adopté pour eux-mêmes et leurs enfants le régime végétalien dans leur quête d'une alimentation purifiée. C'est une alimentation carencée en protéines animales et en vitamines, et leur extrême défiance à l'égard d'un monde médical jugé a priori dangereux avait fini par causer la mort de leur bébé, allaité depuis sa naissance. Il était déjà plus un bébé, je crois, il était au-delà du stade de bébé, en état de malnutrition majeure, comme l'ont montré les services de pédiatrie, ancienne et chronique. C'est ce qu'a démontré l'expert médical auprès du tribunal. C'est une affaire extrêmement triste parce que nous avions des parents qui étaient des parents aimants, mais qui étaient totalement perdus et ont continué, malgré les mises en garde et le refus aussi de voir des médecins, je veux dire, conventionnels, excusez-moi, de soigner leur enfant autrement. Et donc cet enfant est mort dans un état de dénutrition. Plus récemment, nous avons demandé à la préfecture de Charente-Maritime et à l'ARS de mettre bon ordre à un centre où des médecins, c'était une ancienne clinique, donc il y avait des cabinets médicaux installés, s'étaient installés avec des kinésiologues en violation des dispositions de l'article L. 6323
1 du Code de la santé publique qui régit les centres de santé. Ils avaient appelé ça centre de santé. Voilà. Et puis certaines ARS ont plus que d'autres une sensibilité sur cette question des dérives sectaires dans le champ de la santé. Je pense à l'ARS de Corse, par exemple, qui, suite à un signalement effectué par la mission sur les agissements d'un couple de pseudothérapeutes, a saisi le procureur de la République. Alors, je dois dire ici à votre commission d'enquête, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous avons, du point de vue des pouvoirs publics, si j'ose dire, une écoute différenciée. Voilà. Du point de vue de la santé, nous pourrions faire mieux, je le dis vraiment. Vous le savez, une circulaire du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l'ARS, prévoit expressément la désignation dans chaque agence régionale de santé, d'un référent dérive sectaire. Malgré les demandes répétées au ministère de la Santé, la Miviludes n'a jamais obtenu la liste nominative de ses référents et je crains qu'elle ne soit très courte. Je pense évidemment en reparler, mais j'aimerais bien avoir votre aide là-dessus au ministère de la Santé. Alors, cette absence de réaction de la part des pouvoirs publics est perçue par les charlatans de la santé comme une sorte d'autorisation tacite, une certaine mollesse de manipuler, et donc du coup, on peut permettre de manipuler physiquement et mentalement bon nombre de nos concitoyens. Je ne serais pas complet si je ne citais pas la fasciathérapie, qui elle-même a été aussi dénoncée par très violemment d'ailleurs. Et la réunion avait lieu au Sénat au début septembre par le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, qui a dit que la fasciathérapie en séance plénière ne reconnaissait pas, puisque cette méthode de kinésithérapie, puisque insuffisamment approuvée, et potentiellement illusoire. Je passe très rapidement, mais là aussi c'est pour vous détendre, sur les méthodes par absorption de produits. Alors vous savez qu'on peut tout donner à ces malheureux, ça coûte souvent fort cher. Nous avons trouvé de l'huile essentielle de lin, une cure de jus de légumes de 42 jours comme cure anti-cancer, un médecin démissionnaire, parce que ça aussi on précède l'exclusion en démissionnant des médecins pour échapper aux sanctions, lui propose de soigner le cancer par un traitement à base de jus de citron. Et enfin, nous avons un médecin italien qui a fait fortune sans doute en prescrivant un traitement anticancéreux à base de bicarbonate de soude. J'ajoute que tout étant bon à prendre, nous avons une sorte de, je le mets bien sûr entre guillemets, une sorte de méthode tupperware avec une entreprise japonaise nommée Nikken qui depuis 1973 vend des produits dans le domaine de la santé pour une société plus saine, des finances saines, surtout pour l'entreprise, et qui sont sur le marché du bien-être pour un air et une eau plus pure et un bon sommeil. Et on vend des filtres antibactériens, bracelets en titane et des crèmes de beauté. Alors, je vous lis quand même en une seconde, il y a un appareil qui s'appelle le Power Mag, qui est présenté par ses concepteurs comme un appareil permettant, j'ouvre les guillemets, de suppléer à l'influence magnétique réduite de la Terre dans le but d'aider à la restauration de l'état naturel auquel les humains se sont adaptés. Je n'ai pas toujours bien saisi de ce qui se dit, parce que c'est une autre caractéristique. Plus le langage est confus, plus évidemment le danger est grand. Mais le danger est grand quand c'est aux dépens de thérapie conventionnelle. Enfin, dernier point, il se développe beaucoup, on en a un peu parlé dans certains journaux, des méthodes d'hygiénisme alimentaire qui ont toujours existé, et certaines sont parfaitement respectables, comme le végétarisme, qui est pratiqué par des centaines de millions de personnes de par le monde. Mais là, on assiste vraiment, en particulier pour les enfants. En 99, les médecins de l'hôpital d'Avallon saisissent la justice après le décès au service des urgences d'un enfant de 2 ans et demi en état de dénutrition, la même histoire qu'à Quimper. Dénutrition sévère. Ses parents, adeptes d'une communauté associative créée en 89 dans le département de l'Yonne, limitaient les apports alimentaires aux fruits, fromages, produits laitiers, à l'eau. Certains éliminent même les fromages et les produits laitiers. À la demande de la fondatrice, conseillère en assistance personnelle et naturopathie. Et puis c'était présenté comme une deuxième maman. Si tous n'en meurent pas, beaucoup, vous le savez, parce que les protéines sont indispensables, même si elles ne viennent pas de la viande. On n'est pas du tout dans la dénonciation du végétarisme. Mais quand des protéines animales manquent, et c'est ce qu'on voit, y compris dans les pays sous-développés, le développement psychomoteur des enfants est retardé. Donc on le sait bien. Donc là aussi. Alors plus récemment, on réapparaît, mais elle vient tous les ans en France, faire
une conférence de propagande, une respirianiste qui est une dame australienne qui n'a plus mangé, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis maintenant une vingtaine d'années. Elle ne mange plus rien. Elle se nourrit de quoi? D'une énergie diffuse dans l'air, dans l'eau, la lumière, les fluides sexuels et les aliments crus. Manger et boire sont des effets nocifs. La nourriture est une drogue et il n'est pas naturel d'absorber des corps étrangers. Bien, c'est une dame australienne. Elle a été filmée en train de manger par une caméra cachée australienne. Elle a expliqué que des ondes négatives venant de la caméra l'avaient empêché de poursuivre son jeûne. Nous sommes quand même extrêmement attentifs par un certain nombre, d'abord parce que nous veillons à ce qu'il n'y ait aucun mineur dans ces conférences et qu'aucun enfant ne soit amené dans ces stages de 21 jours qui vous proposent royalement, c'est un stage de préparation progressif aux jeunes, qui vous propose royalement, contre espèce sonnante et trébuchante, de boire quelques infusions pendant quand même d'abord quelques jours, puis ensuite jusqu'au bout le 21 jours. Alors j'ai l'air de plaisanter, mais il y a quand même eu plusieurs morts, en particulier dans les pays voisins. Et ce qui me frappe toujours d'ailleurs, c'est qu'on demande toujours beaucoup d'argent pour ne pas manger. Il y a un monsieur Bushinger qui demande 4 300 à 6 300 € pour vous entraîner au jeûne, ce qui fait quand même très cher le non-repas. Donc, on jeûne. Et puis, il y a bien sûr l'instinctothérapie qui se termine en crudothérapie, c'est-à-dire on ne mange plus que des aliments crus. Là aussi, un certain nombre d'atteinte à la santé. Enfin, je terminerai dans cet exposé par quelque chose de beaucoup plus grave sur lequel nous travaillons beaucoup, en particulier avec nos représentations diplomatiques à l'étranger. C'est l'utilisation de produits stupéfiants fortement hallucinogènes. Je vous cite en particulier 3 produits, le Datura, l'Iboga, l'ayahuasca, qui sont distribués lors de rites et dans le cadre de veillées chamaniques. Et donc, un certain nombre dans les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, c'est extrêmement grave parce que quand c'est fait par les chamans, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est fait à toute petite dose. Ils ont l'habitude depuis des centaines d'années de faire cela et ça met les personnes en transe. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, c'est une espèce de tourisme de gens paumés, il faut le dire avec des failles, qui partent là-bas, qui font ces expériences extrêmement dangereuses, hors tout contrôle, si j'ose dire, médical ou familial. Et puis, on les met aussi dans ce qui est appelé des huttes de sudation, c'est-à-dire des espèces de saunas extrêmement violents, où le chaman, initiateur, les fait travailler dans une espèce de sudation avec des stupéfiants en plus. Donc, on a eu énormément de signalements là-dessus. Et on a recensé plusieurs cas mortels, dont l'un est particulièrement traité par la Miviludes, puisqu'il s'agissait d'une personnalité qui, pour la suite d'un accident, j'allais dire de travail, mais quasiment, est parti là-bas pour essayer d'oublier tout cela, et est mort très malheureusement là-bas. De ce point de vue, grâce au travail que nous faisons avec les représentations diplomatiques à l'étranger, nous avons obtenu de l'ambassade de France au Pérou, tout ça se passe au Pérou dans les pays voisins, un avis aux voyageurs de passage, parce que certains font ce voyage dans une espèce de tour opérateur organisé, où il y a à la fois un peu de tourisme et surtout ces expériences extrêmement dangereuses. C'est un marché, je termine là-dessus, avec où ces pratiques non conventionnelles, on n'est pas capable évidemment de le chiffrer, mais pour nous, M. Khalfaoui a commencé à essayer d'avoir un chiffrage, c'est des dizaines de millions d'euros certainement, et il a l'impression qu'il est en constante progression. Évidemment, et vous venez de le dire, tout ça est délivré, y compris des appareils qui sont, on les a vus dans l'Université de la Santé et de l'Environnement que nous avons eu à Saintes il y a quelques semaines. Il y a des appareils qui sont vendus entre 5 000 et 20 000 euros, destinés à remagnétiser, etc. Des gens les achètent. Tout ça est vendu sans facture, évidemment. Alors, bien évidemment, je vous le disais, les formations pratiques à risque sont extrêmement nombreuses, puisque pour étendre la méthode, chacun forme, contre espèce sonnante et trébuchante, un certain nombre d'adeptes qui eux-mêmes deviennent les formateurs. Et puis nous retrouvons, et c'est dans le domaine de la formation professionnelle, ce n'est pas l'objet de votre commission d'enquête, mais je voulais quand même le dire rapidement, on retrouve de nombreuses structures juridiques, professionnels libéraux ou travailleurs indépendants qui inscrivent leur activité dans le cadre d'exercices, par exemple des établissements d'enseignement supérieur libre ou dans le champ de la formation professionnelle continue, particulièrement dans le domaine de la santé. Alors, c'est un peu l'annexe, elle pèse 20% de nos signalements, mais c'est souvent avec des ponts et des liens.
c'est ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. On glisse peut-être de l'organique au psychologique, à l'adaptation à l'entreprise. J'ai vu hier M. Delevoye qui travaille avec la section là-dessus du travail, en particulier sur les risques psychosociaux, et il m'a demandé de venir exposer comment, à partir de ce qu'on appelle la prévention des risques psychosociaux ou la détection des risques psychosociaux, on peut trouver un certain nombre d'organismes de formation qui lancent le Reiki, la kinésiologie, et on trouve évidemment des faux ordres professionnels avec l'ordre des biomagnétiseurs qui proposent un certain nombre de formations. Alors ce sont des entreprises publiques, des entreprises privées, voire des appels d'offres lancés par Pôle emploi pour, par exemple, remonter, c'est assez rare, psychologiquement, des groupes de personnes en recherche d'emploi. Et on a un certain nombre d'universités, entre guillemets, avec des maîtres de la santé qui, bien évidemment, s'occupent beaucoup trop près à notre goût des enfants, de leur santé et bien d'autres choses ailleurs. Je lis ici, par exemple, je parlais de voyage à l'étranger, une formation d'un individu qui avait l'université de la relation et qui s'appelait maître de santé, une formation qui se déroulait en Vendée avec aussi exfiltration au Guatemala et au Maroc, moyennant des milliers d'euros. Les stagiaires devenaient notamment conseillers en pédagogie parentale ou régisseurs d'un village de naissance où les futurs parents, tout ça est entre guillemets bien évidemment, seront accueillis en paix et non dans une atmosphère concentrationnaire médicale. Voilà, nous avons évidemment signalé toutes ces dérives. Nous estimons tout de même, pour conclure, que nous avons 4000 offres sur le marché de la santé, sur un total de 60 000 organismes de formation. Ce sont des chiffres communiqués par le ministère du Travail. Et parmi ces 4000 offres dans le marché de la santé, beaucoup devraient être examinées de plus près. Nous le faisons, mais nous sommes une petite équipe, comme je vous le disais. Et nous avons parfois la surprise de s'apercevoir que les formateurs qui se proposent ont quelques heures ou quelques week-ends de formation eux-mêmes, alors qu'il faut pour un médecin 10 ans, pour un psychiatre ou un psychologue clinicien, pas loin de 10 ans ou même plus. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous participons d'ailleurs à toutes les instances de la formation, des instances pour essayer d'avoir un certain nombre de pistes, de donner un certain nombre de pistes là-dessus. Enfin, je terminerai par citer trois moyens d'infiltration. Je l'ai dit, les médecins déviants, 3000 chiffres de 95, donc certainement plus aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une ambiguïté. Le titre de docteur en médecine est délivré par les facultés de médecine, c'est un titre universitaire, on ne peut pas vous l'enlever. Si vous faites n'importe quoi, le Conseil de l'ordre peut vous interdire d'exercer la médecine, mais il ne peut pas vous dire que vous n'êtes plus docteur en médecine. Donc et puis en plus, certains malins, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de graves ennuis avec le Conseil de l'ordre, enlèvent leur titre, ne s'appelle plus docteur. Je ne cite pas le nom, mais vous savez tous qu'il y a un célèbre amaigrisseur qui n'est plus médecin depuis que le Conseil de l'ordre des médecins a commencé à s'occuper de lui. Donc il n'est plus médecin, il n'est plus que vendeur de livres, et ça marche peut-être mieux encore que son cabinet de consultation. L'introduction de méthodes à risque au sein de l'hôpital, je dois dire ici que nous avons affaire à des professions dans le domaine de santé et sanitaire et social qui sont des professions difficiles, des professions en difficulté. Pression démographique, difficulté de recruter un certain nombre de professionnels, je pense que vous le savez très bien. Et deuxièmement, la profession en elle-même est une profession stressante. On a besoin, je crois, quand on est dans le sanitaire et social, quand on est dans un EHPAD, quand on est infirmière, quand on est psychologue dans un hôpital, nous avons besoin, ils ont besoin, elles ont besoin, c'est des professions fortement féminisées également, de temps de formation, j'allais dire de se mettre un peu en retrait, surtout quand on est dans des services difficiles comme les soins palliatifs, la néonatologie, etc. Bon, excusez-moi, je suis un peu long, mais je crois que c'est très compréhensible qu'on ait besoin de ces séances de formation. Et je dois dire que les dirigeants, les managers de ces structures, comme on dit aujourd'hui, volontiers prêtent une oreille attentive à ce qu'ils savent que c'est un des éléments de fidélisation d'une part, et deuxièmement, au moment où les personnels ont besoin de cela, et ils savent que c'est très important. Et donc, nous attirons régulièrement l'attention des professionnels
dirigeants, que ce soit des hôpitaux, des instituts, des établissements médico-sociaux, sur le fait d'être extrêmement attentifs, de ne jamais hésiter à nous consulter quand ils ont le moindre doute, mais ils ne nous consultent pas toujours, quand ils font une offre de formation auprès des personnels sanitaires et sociaux. Et de ce point de vue, nous avons parfois de très mauvaises surprises. D'autant plus que, vous le savez, dans ce pays, je crois par une espèce de pudeur, nous ne contrôlons, enfin nous, les diplômes ne sont rarement contrôlés. On vous demande une photocopie, rien de plus facile que de photocopier ou de scanner un diplôme aujourd'hui. Certains diplômes, même s'ils sont authentiques, pas photocopiés, sont comme des diplômes qui prêtent à caution. Université libre, université de pays étrangers avec lesquels nous avons aucune relation j'allais dire, d'équivalence. Le ministère de la Santé vérifie par un diplôme de docteur en médecine de Roumanie. On a beaucoup de médecins roumains, correspond bien à quelque chose, mais beaucoup sont quand même sujets à caution. Donc ces problèmes de formation sont pour nous extrêmement importants et de vérification des diplômes. Enfin, nous avons peut-être d'une façon plus classique, mais je voudrais le citer, Monsieur le Président connaît bien, des attaques plus directes à l'intérieur des structures hospitalières. Nous connaissons les comités de liaison hospitaliers des témoins de Jéhovah, qui veulent absolument rentrer dans le fonctionnement de l'hôpital depuis la loi droit des malades de 2002. Évidemment, on a une ouverture de l'hôpital et une meilleure attention à ce que veulent les malades. Moi, je suis bien évidemment, cette loi est très très intéressante, mais certains s'engouffrent là-dedans. Et puis nous avons la fameuse scientologie qui, sous couvert de commission des citoyens pour les droits de l'homme, la CCDH, fait le siège de tous les psychiatres, de tous les parlementaires, de tous les hôpitaux psychiatriques et tous les malades et leurs familles. Bien sûr, beaucoup sont aujourd'hui avertis de qui est derrière la CCDH, mais rien que le terme a beaucoup produit à confusion. Nous avons vu beaucoup de médecins ou de parlementaires nous disant ah, mais vous avez donc j'ai été alerté par le comité des citoyens pour les droits de l'homme, confondant cela avec la commission nationale consultative des droits de l'homme, voire avec la Ligue des droits de l'homme. Les deux organismes d'ailleurs en font paraître des communiqués et ont déposé plainte pour une espèce d'usurpation de synonymie ou d'homonymie plus exactement, d'homonymie, mais c'est vrai que le mal est fait et on travaille beaucoup sur les internements psychiatriques qui, vous l'avez remarqué, sont toujours abusifs, bien évidemment. Voilà, donc je crois que nous avons repéré aussi un collectif des médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie. Voilà, au terme de cet exposé que je sens trop long, mais nous voulions, et je voulais vous remercier aussi tout particulièrement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour nous avoir donné l'occasion d'être un peu les premiers auditionnés, donc de vous donner, nous avons un certain nombre de pistes de travail que je tiens à votre disposition, bien sûr, de votre commission d'enquête parlementaire. Il nous semble, dans ce que j'ai dit, je peux vous les donner pour ne pas allonger l'exposé, qu'un certain nombre de pistes de travail, de modifications législatives, vous le verrez sans doute vous-même au cours de vos travaux, et réglementaires, pourraient être portées parce que, pour terminer, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, nous voyons que notre législation, qui est très forte en France, avec la législation de la Miviludes, qui est un peu unique, je l'avais dit, en Europe, est quand même mise en défaut par un certain nombre de petites béances, par où s'engouffrent ces milliers de charlatans. Et notre souci des victimes potentielles ou réelles fait que nous devons absolument nous aider d'une armature réglementaire et législative plus importante, mais aussi une forte mobilisation des pouvoirs publics, et je sais que vous y contribuerez. Je vous remercie de votre attention.